Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette première séance 2018, millésime 2018 de questions publiques, hein, le rendez-vous mensuel qui est organisé avec le CCO, le Conseil de développement de Nantes Métropole et la revue Place Publique. Et pour ce premier rendez-vous, on rencontre Hervé Macheneau, qui est l'auteur d'un petit livre, un essai qui s'appelle La France dans le noir, qui est sorti au mois d'avril 2017. La France dans le noir, les méfaits de l'idéologie en politique énergétique. Alors, ce soir, on va beaucoup parler de transition énergétique, de nucléaire, de services publics de l'électricité. On va faire ça comme d'habitude, hein, sur le mode de l'échange et de la conversation. Alors, échange animé par Philippe Audic, donc président du Conseil de développement, et aussi président de l'association éditrice de la revue Place Publique, et ancien d'EDF, donc qui pourra me reprendre si jamais je fais des bêtises et que je confonds les kilowatts et les mégawatts. Et donc moi-même pour la revue Place Publique. Et on accueille donc monsieur Hervé Macheneau, qui a été jusqu'en 2016, fin 2016, hein, il y a un peu plus d'un an, était à la fois directeur exécutif chargé de la production nucléaire et de l'ingénierie, hein, pour EDF, ainsi que directeur Asie-Pacifique. On parlera certainement aussi de cette région du monde, puisque vous avez suivi, développé toutes les coopérations d'EDF en Chine et dans la grande région, en Asie de l'Est et Asie du Sud-Est. Quelques mots d'abord pour vous présenter. Hervé Macheneau, vous êtes polytechnicien, passé également diplômé de l'école des ponts et chaussées et de Sciences Po, Paris. Et vous avez, jusque fin 2016, donc vous avez passé quasiment 34 années au sein d'EDF. Dites-nous un peu votre parcours et comment vous êtes arrivé, parce que ce qui est raconté aussi lorsqu'on regarde votre parcours, c'est qu'il y a un goût pour l'ailleurs et l'étranger, puisque vous avez démarré très tôt dans la coopération. Merci beaucoup. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour parler de ce livre et donc aussi un peu de moi. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire détaché à la coopération en Côte d'Ivoire, où je me suis occupé d'aménagement urbain, mais dans un monde assez intéressant, puisque c'était les années 70 et le président Houphouët-Boigny avait décidé de créer un bureau technique de développement dont l'objectif était d'accumuler les connaissances, parce que la plupart des projets dans les pays en développement étaient faits par des grands organismes internationaux et des sociétés internationales, et qui, une fois les ponts, les voies ferrées, les réalisés, eh bien, il ne restait pas de connaissances dans les pays en question. Et donc, Houphouët-Boigny avait imposé que toutes les études de développement passent par ce bureau national qui avait pour objectif donc de garder la science. Donc j'ai passé là 5 ans avant de rentrer en France dans l'administration aussi pour m'occuper du plan routier breton et des voies navigables en Ille-et-Vilaine, avant après une expérience intéressante dans laquelle je me suis aperçu qu'au fond, à 35 ans, dans les ponts et chaussées, on avait des responsabilités très importantes, et puis qu'ensuite tout le monde montait de façon horizontale, et que le même sujet était traité non seulement par un ingénieur des ponts, mais par 2 ingénieurs en chef et 4 ingénieurs généraux, ce qui fait que j'ai cherché à quitter l'administration, et donc j'ai à ce moment-là cherché, je suis tombé sur Michel Hugues, qui était un peu le papa du programme nucléaire français, et qui m'a recruté pour aller à l'exportation. Mais le temps que j'arrive, il était parti. Et là, on m'a dit, l'exportation, mais pourquoi faire? Et donc, l'électricité, je ne sais pas si tu as vu comment ça s'écrit. Ça s'écrit électricité de France.
Et puis, donc on m'a envoyé à Paluel, où j'ai été plongé dans la marmite de la construction et de l'ingénierie du nucléaire. Et puis au bout de 18 mois, le même directeur qui m'avait embauché, qui m'avait dit Électricité de France, il m'a dit, écoute, il y a des Chinois, là, ils veulent absolument qu'on aille construire une centrale nucléaire chez eux. Est-ce que tu es toujours intéressé par l'export? Alors, j'avais pensé faire des ports au Gabon, des chemins de fer, je ne sais pas où, mais une centrale nucléaire en Chine, ça, je n'avais pas imaginé. Et donc, je suis parti en 1984 en Chine, d'abord négocier le contrat, puis réaliser, puis comme directeur technique de la construction de la centrale. Après, je suis rentré en France, responsable du plan nucléaire, du programme nucléaire français jusqu'à son achèvement, avant que François Roussely ne me nomme directeur de la branche Asie-Pacifique en 2002, et Henri Proglio, directeur de la production et de l'ingénierie nucléaire, thermique et hydraulique, donc la production et l'ingénierie d'EDF. Ça jusqu'en 2015, jusqu'à l'arrivée du président Lévy, qui m'a renvoyé en Chine pendant 2 ans, et puis où j'ai pris ma retraite depuis 1 an. Voilà l'histoire. Merci pour ce parcours. Alors on va se plonger un peu dans votre livre qui est dans lequel vous commencez par, alors qu'on est habitué quand même à ce que lorsqu'on arrive chez soi, on appuie sur un interrupteur et puis on regarde son ordinateur ou sa télévision en veille, sa tablette qui elle aussi est en veille. Et vous commencez votre ouvrage et vous nous faites peur en disant « Mais attention, on risque de se retrouver dans le noir et ça n'est pas passé loin en février 2017. » Bien, l'analyse que je fais, c'est que les énergies renouvelables intermittentes ne contribuent pas à la demande de pointe. Alors, ça mérite quelques explications, parce que le problème de l'électricité, c'est que ça n'est pas stockable. Et que quand vous appuyez sur votre interrupteur, ce n'est pas visible d'une façon aussi nette, mais enfin le principe est là. Il faut mettre en face de votre nouvelle consommation la production correspondante. Là, il y a un ajustement minute par minute de la consommation à la production. Et donc, quand un TGV démarre, il faut mettre en face la production. Alors vous me direz, comment on fait? On fait, en fait, il y a une tolérance dans la fréquence qui est de 5%. Et donc, au moment où le TGV démarre, la fréquence va baisser. Et donc, le dispatching national va immédiatement appeler les moyens de production qui sont nécessaires pour mettre en face. Ceci est absolument crucial parce qu'il faut faire la distinction dans l'électricité. C'est à peu près le seul produit pour lequel on fait la différence entre la capacité de production, c'est-à-dire la puissance. À un instant T, vous avez besoin d'une certaine puissance pour la France, et il faut l'avoir prévu depuis la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant, l'année d'avant. Donc il y a un système, et ensuite ajusté, encore une fois, quart d'heure par quart d'heure, puis minute par minute. Et donc ça, c'est la puissance dont on a besoin. Ensuite, il y a l'énergie qui est consommée. Mais consommer 3 kWh le 15 août à midi et consommer 3 kWh le 17 ou le 12 février à 19h, ce n'est pas du tout les mêmes kilowattheures, parce qu'à midi, le 15 août, il y a très peu de consommation, et donc ces kilowattheures ils sont en surplus, alors que le 12 février, tout le monde appelle, et c'est le moment de la pointe, et il faut avoir, en France, une puissance de, à peu près, quand il fait très froid, 100 gigawatts. Or, les énergies intermittentes ne contribuent pas à ce besoin de puissance maximum en France, parce que la pointe en Europe, pas seulement en France, la pointe en Europe, c'est quand il y a une haute pression
sur l'ensemble de l'Europe, il fait très froid. Et à 7 heures du soir, il y a une pointe. En France, il faut à peu près de l'ordre de 100 gigawatts. Et donc là, vous n'avez pas de vent et pas de soleil. Or, ces 100 gigawatts, pour les avoir ce jour-là, il faut les avoir pendant toute l'année. Et donc, il faut les payer pendant toute l'année. Or, quand il y a du vent et du soleil, eh bien, aujourd'hui, pour des raisons réglementaires, c'est le vent et le soleil qui passent. Et donc, on arrête les centrales dont, de toute façon, on aura besoin ce jour-là. Ce qui fait que le coût global, à la fois parce que les énergies renouvelables sont chères, on pourra revenir dessus, même si on dit que leur prix baisse, reste quand même un prix très élevé. Mais surtout, plus il y en a, et plus on dérentabilise les autres moyens de production, puisqu'ils fonctionnent moins souvent, moins longtemps. Ce que vous expliquez, pendant que je vous coupe, et c'est peut-être sans doute intéressant pour le public, c'est qu'une centrale nucléaire à l'arrêt est aussi coûteuse qu'en fonctionnement. Surtout le nucléaire, puisqu'effectivement, ce qui coûte cher dans le nucléaire, c'est essentiellement l'investissement et le personnel. Le combustible représente une très faible part. Et donc, ça coûte aussi cher à arrêter et puis surtout, c'est très long à démarrer et assez long à arrêter et redémarrer. Mais les centrales thermiques, c'est pareil. Il faut les mettre en préchauffage, etc. Ce qui fait, et je le dis, c'est une parenthèse que je fais, en 2017, il y a eu 107 jours où l'électricité a eu un prix négatif. Ça paraît hallucinant, mais c'est quand même vrai. Et c'est allé jusqu'à moins 20 euros le mégawattheure. C'est-à-dire que les producteurs, pour ne pas avoir à arrêter leur centrale parce qu'il y a beaucoup de vent, payent les consommateurs en leur disant « Prenez-moi mon électricité, puisque celle-là, je la produis, il faut bien qu'on la prenne. » Et donc, c'est comme les taux négatifs. L'électricité, 100 jours par an, passe en dessous à une valeur négative à cause... Parce qu'on privilégie les énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables ont priorité. Et donc, le fait, pourquoi la France dans le noir, donc sur le fait, c'est que, du coup, ça a deux conséquences. La première, c'est que les moyens de production les plus coûteux, donc les centrales à charbon les plus anciennes et les centrales à gaz, ben, on les ferme. On a fermé 60 gigawatts de centrales à charbon dans les 5 dernières années, et on va en fermer 55 dans les 3 prochaines années. En Europe, hein, En Europe, oui. Ah ben non, oui, excuse-moi, bien sûr. Mais de toute façon, le problème, c'est un problème européen, puisque l'Europe a à peu près le même climat, grosso modo, et quand il y a une haute pression sibérienne, c'est pour toute l'Europe, et donc à 7 heures du soir, dans toute l'Europe, il fait nuit. Et donc, ces centrales qui sont fermées, eh bien, aujourd'hui, la capacité à répondre le jour de la pointe a diminué. L'autre chose, c'est que... Et donc, aujourd'hui, en France, la capacité, alors qu'en 2012, on a fait face à une demande de pointe supérieure à 100 gigawatts, aujourd'hui, on ne sait pas mobiliser en France plus de 83 gigawatts. Ce qui fait que si jamais on était amené, et ça a failli arriver l'année dernière, si jamais on était amené à appeler plus, eh bien, on mettrait tout ou partie de la France dans le noir. Pour préciser à peu près, les capacités de production, hein, vous les citez en 2017 en France, s'élèvent à 130 gigawatts. Non, la capacité de production, il y a plus 130 gigawatts, il y a 63 gigawatts de nucléaire, 25 d'hydraulique, et puis il y avait 20 de charbon, il en reste 3, donc ça fait 63 et 25, 85, et 3, 88, voilà où on est aujourd'hui. Mais de toute façon, on ne peut jamais avoir 100%. Ah oui. L'hydraulique, au moment de la pointe, peut fournir à peu près 15 gigawatts maximum, on n'a jamais connu mieux. Et le nucléaire, si on est à 90% de disponibilité, ça fait plus que 58 gigawatts. 58 et 15, ça fait 73. Et donc, c'est le reste, un peu de... Enfin, donc, on est très limite. Et aujourd'hui, il n'y a plus on est en train de fermer tout le thermique charbon, et donc il y a quelques cycles combinés à gaz.
La deuxième conséquence, et elle est aussi grave, c'est que l'afflux d'énergie intermittente sur le marché de l'électricité, 30% du temps, en gros, puisque c'est à peu près la durée, le temps efficace de ces moyens de production, conduit à une chute constante des prix de marché d'électricité. Or, tous les producteurs sont obligés de s'aligner sur le prix de marché d'électricité, puisque les gens peuvent acheter leur électricité sur le marché. Donc, ce qui fait que les producteurs dont le coût de production est au-dessus du prix de marché sont en faillite. Et vous pouvez vérifier que E.ON, depuis 6 ou 7 ans, passe de l'ordre de 8 milliards d'euros de provisions par an. E.ON, qui est le gros producteur. E.ON, c'est le numéro 1 allemand. Et RWE, c'était 5. Engie, c'était, suivant les années, 2,5 ou 3. Et depuis que le coût de production, depuis que le prix de marché est tombé en moyenne en dessous des coûts de production comptables d'EDF, eh bien, la situation financière d'EDF devient extrêmement difficile. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, c'est que non seulement le prix de marché, le coût de production global augmente, mais les prix de marché diminuent. Donc l'écart se creuse entre la réalité et le marché, et que les producteurs sont tous plus ou moins en faillite, et donc ferment des moyens de production, ce qui fait qu'un jour, je ne sais pas. On risque vraiment de se retrouver. On ne risque pas, ça arrivera, c'est sûr. Alors, il faut peut-être expliquer, Hervé, qu'il n'y a pas que les producteurs qui agissent sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a d'autres opérateurs qui... Il y a une bourse, un peu, de l'électricité. Il y a une bourse et il y a des gens qui achètent de l'électricité à bas prix pour la revendre à prix plus élevé. Donc, il faut expliquer un peu ce que sont ces opérateurs. Donc ça, là, ce dont nous parlions, c'est l'effet de... la transition énergétique, au sens où elle est comprise aujourd'hui, la transition énergétique, pour 90% des gens, ou 98% même, c'est faire du renouvelable. Donc ça fait partie des données immanentes de la conscience. Et voilà les conséquences. Alors, il y a un deuxième aspect dans la politique énergétique aujourd'hui, européenne, c'est ce qu'on appelle la dérégulation. Et la dérégulation qui a commencé dans les années 90... a consisté à dire, écoutez, voilà, il faut que les producteurs soient en concurrence les uns avec les autres. Et donc, on va ouvrir la concurrence. Mais au lieu, ce qui aurait été assez normal, de construire un grand réseau européen dans lequel les producteurs peuvent se brancher, ce n'est pas ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, les interconnexions entre pays, elles sont à peine meilleures qu'il y a 20 ans. Mais... en revanche, on a dit, mais EDF, vous êtes un monopole, et donc il faut casser le monopole en petits morceaux, ce qui a été fait. Bien entendu, tous ceux qui veulent acheter et vendre de l'électricité peuvent le faire. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Sont apparus et fleurissent d'une façon formidable ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs. Alors les fournisseurs... L'un des premiers, c'était Direct Énergie, mais tous les jours, il y a un nouveau, il y a Plume, il y a Plom, il y a tous les jours. Et d'ailleurs, Total s'y met pour être fournisseur alternatif. C'est quoi un fournisseur alternatif? C'est quelqu'un qui ne produit pas d'électricité et qui va acheter sur le marché, qui est déprimé, en dessous des coûts de revient de la production, et qui va vendre cette électricité au même prix que les autres. Ce qui fait que pendant que les producteurs d'électricité font faillite, les fournisseurs alternatifs s'enrichissent d'une façon absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est entre plus 75 et plus 100% d'augmentation du chiffre d'affaires et évidemment des revenus chaque année. Et donc, ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que ces fournisseurs alternatifs, le cas échéant, attaquent des sociétés comme EDF à Bruxelles sur le thème « vous vendez à perte ». Évidemment, eux, ils ne vendent pas à perte puisqu'ils ne produisent pas. Et donc, non seulement ils sont dans une situation de niche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que
tous les jours dans les journaux, on voit moins maintenant, parce qu'il commence à y avoir peut-être un petit doute, mais l'année dernière, tous les jours dans les journaux, vous voyez, le mastodonte EDF doit revoir son business model. Regardez ce que font les fournisseurs alternatifs. Mais si EDF fait ce que font les fournisseurs alternatifs, il n'y aura plus d'électricité en France du tout. Et c'est là où, je dirais, il y a une sorte d'inconscience, parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors, oui, il faut dire précisément, comme il y a eu une prise de conscience de ça, et qu'on s'aperçoit que le marché de l'électricité conduit à ce qu'on dit, alors on a inventé un concept merveilleux qui s'appelle le marché de capacité. Et donc, vous êtes un fournisseur alternatif, vous ne produisez pas, donc vous achetez sur le marché, mais la commission de régulation vous dit, mais attendez, le jour de la pointe, là, il faut que vous puissiez fournir vos clients. Donc, débrouillez-vous. Et donc, le fournisseur alternatif en question va trouver EDF ou E.ON ou je ne sais pas qui en leur disant, moi j'ai besoin de tant de puissance le jour de la pointe. Et donc, les enchères vont monter. Aujourd'hui, on est à 350 ou 400 euros le kilowatt de pointe. Sauf que c'est une illusion complète. Parce qu'aujourd'hui, ce marché, il est plus ou moins en train de se mettre en place de façon assez artificielle et pas très organisée, avec des enchères, machin, etc. Mais s'il n'y a pas les 100 gigawatts dont la France a besoin, vous pouvez toujours les avoir achetés à n'importe quel prix, ils n'y seront pas. Et donc, pour combler l'échec d'un marché qui ne fonctionne pas, on est en train d'inventer un nouveau marché qui ne fonctionnera pas mieux. Et pour vous dire à quel point c'est vrai, c'est qu'il y a, alors j'ai oublié le nom, j'ai les notes dans ma poche, c'est peut-être dans le livre aussi, une société anglaise qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter, sans doute parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les capacités, enfin, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc il y a 160 000 clients qui n'ont plus de fournisseurs du jour au lendemain. Et donc le régulateur britannique, eh ben, il prend les 160 000 gens et puis il va chercher les électriciens traditionnels en leur disant ben, il va falloir les reprendre eux. Et donc toute la question que ça pose, c'est qui aujourd'hui en Europe est responsable du service public? Y a-t-il un service public de l'électricité ou n'y a-t-il plus de responsabilité de service public de l'électricité? Ça veut dire que, bah, après tout, si la France est dans le noir, c'est la faute à personne. On s'est mis dans l'idée que... Alors aujourd'hui, c'est plus EDF, c'est sûr, puisque c'est une entreprise en concurrence et en faillite. C'est pas la France, parce que la France n'a pris aucune mesure pour... s'assurer que ce service public fonctionne. Ce n'est pas l'Europe qui n'en a absolument rien à faire de savoir s'il y a les capacités de production. Donc j'imagine qu'on pense que c'est le marché. Or, les chances pour que le marché réponde à la question sont exactement égales à zéro. Ce que vous venez de décrire, ces discussions où les fournisseurs d'électricité vont voir telle ou telle société en disant « moi j'ai besoin… de tant de kilowattheures le jour de pointe à 20 heures. Mais ça se passe où concrètement? Il y a une bourse, il y a un lieu. C'est organisé par la Commission de régulation de l'électricité. Et donc il y a régulièrement c'est national, c'est pas européen. C'est national. C'est national. Et donc tous les fournisseurs se retrouvent et discutent avec... Mais encore une fois, tel ou tel fournisseur qui a lancé sa boîte il y a quelque temps et qui récupère quelques-uns des 100 000 clients qui quittent EDF tous les mois et qui va faire son beurre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, il posera la clé sous le paillasson et il aura mis bien assez d'argent de côté pour vivre le restant de ses jours heureux. Et c'est ses clients qui n'auront pas d'électricité. Alors, ce que vous racontez aussi dans votre livre, et qui est un point assez intéressant concernant les énergies renouvelables, c'est que c'est le consommateur qui subventionne ces énergies via une taxe. Alors, j'ai apporté, en même temps que je lisais votre livre, je suis allé chercher ma facture EDF.
Et c'est vrai qu'on regarde assez peu. C'est une facture EDF. T'es resté? Oui, je suis chez EDF. Et il faut que je la paye d'ailleurs avant ce soir, parce que ça a payé avant le 29 fin 2018. Et quand on regarde au dos, effectivement, on voit, alors on a l'abonnement, on a la consommation, et puis il y a une petite rubrique qui s'appelle taxes et contributions. Et c'est sans doute assez intéressant, parce que c'est là que se nichent les subventions aux énergies renouvelables, et que vous nous expliquiez ce qu'est la contribution au service public d'électricité, la CSPE, qui alors est basée sur la consommation et représente, alors je ne sais pas du tout comment ils calculent, c'est par rapport au prix hors taxe du kilowattheure, sur une base de 0,02250. Quand on a décidé qu'EDF n'était plus le service public de l'électricité, donc à la fin des années 90, on a inventé l'idée que EDF était un producteur comme les autres, mais qu'il y avait quand même des choses qui relevaient du service public de l'électricité, en particulier pour les personnes les plus faibles, et puis pour comment on appelle ça, la péréquation avec les îles, etc. Et donc on a inventé un truc qui s'appelle la contribution au service public de l'électricité, CSPE, et qui était censé couvrir. Et donc donc c'est EDF qui récupérait la CSPE pour le compte de l'État. Et puis cette CSPE, quand on a inventé le système de subvention aux énergies renouvelables, on a dit on va mettre les subventions là-dedans. Et donc, les énergies renouvelables, intermittentes, solaires et éoliennes, bénéficient d'un droit prioritaire d'accès au réseau, c'est-à-dire dès qu'il y a du vent, c'est cette électricité-là, et dès qu'il y a du soleil, c'est cette électricité-là qui est consommée. Et donc, les autres s'arrêtent. La deuxième chose, c'est que la production d'électricité renouvelable, c'est de la promotion immobilière. C'est-à-dire que vous construisez votre truc, et puis vous avez un contrat de T-Corpay avec l'État, ou avec EDF en l'occurrence, qui va vous prendre votre électricité pendant 15 ans, 20 ans ou 30 ans, à un prix fixé. Et la différence entre le prix de marché ou le prix de production d'EDF, ça s'appelle une subvention. Et ça va dans la CSPE. Aujourd'hui, en France, alors la CSPE, je ne sais pas exactement le montant, mais en tout cas, la plus grande partie et celle qui augmente tous les ans d'à peu près 10 ou 15%, c'est la partie subvention des énergies renouvelables qui représente aujourd'hui 8 milliards. Et donc, si vous voyez votre facture, tous les ans, la facture d'électricité augmente d'à peu près 3%, grosso modo, entre 1,5 et... Sur les 3% d'augmentation, la part production a diminué, pour les raisons que je disais tout à l'heure. La part transport est à peu près stable, et la part taxe augmente de 5 à 6 ou 7% par an, dont la partie CSPE augmente de plus de 10% par an. Le résultat, c'est que le résultat de cette... Là, la CSPE, en l'occurrence, pardon, est la plus forte des trois taxes. Ah ben... Elle représente, oui, par rapport, il y a la taxe sur la consommation finale d'électricité. Alors ça, c'est quoi? C'est Enedis? Non, c'est un impôt, je pense. Ça, c'est l'impôt qui est renvoyé vers les collectivités régionales. Vers les collectivités. Il y a donc la CSPE qui, pour grande partie... pour partie de plus en plus grande. D'accord. Bon. Et puis, il y a la CTA, c'est acheminement électricité, soit RTE et Enedis. C'est ça. RTE. Ouais. Et donc, il y a trois parts. Une part qui diminue, c'est le coût de production. Une part qui est à peu près stable, c'est le coût de transport. Et une part qui augmente constamment, c'est les taxes, dont la CSPE, c'est-à-dire les subventions qui représentent en France aujourd'hui 8 milliards par an. Dans l'ensemble de l'Europe, le total des subventions aux énergies intermittentes, c'est 55 milliards l'année dernière, mais ça augmente très vite. En Allemagne,
c'était en 2016 20 milliards, c'était en 2017 25 milliards, et ça ne cesse pas d'augmenter. Et donc, alors ce processus, en fait, il y a une étude qui a été faite par le CREDEN, un centre de recherche dans le domaine de l'énergie, je sais pas quoi, par des universitaires. Dans la conclusion, c'est que, en gros, en France, il y a un transfert de 8 milliards par an, 7,5, entre les consommateurs et les producteurs traditionnels vers les producteurs d'énergie renouvelable et les fournisseurs alternatifs. Et donc, c'est 7 milliards d'appauvrissement des consommateurs et des producteurs vers l'enrichissement des producteurs d'énergie renouvelable et des fournisseurs alternatifs. Alors comment ça va se terminer? Dans le noir. Dans le noir, obligatoirement. Comment ça va se terminer? Je vais donner l'exemple. On n'est pas les premiers sur cette route chaoteuse, pour ne pas dire chaotique. Et les Australiens sont allés très loin dans ce domaine. Je ne parle pas des Allemands qui sont allés encore plus loin. Mais les Australiens, c'est un petit pays. L'Australie, la bande du Sud, là, l'Australie du Sud, est allée jusqu'à 40% de production par énergie renouvelable intermittente. Et l'été, enfin, ce qui est pour eux l'été, c'est-à-dire entre novembre 2016 et janvier 2017, ils ont eu 5 blackouts, dont 2 de plus de 48 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est dans un pays, sans savoir à quelle heure ça va revenir, de rester pendant 48 heures sans aucune électricité. Et donc, c'était un scandale, c'était la révolte. Et donc, le gouvernement, parce qu'il y a des élections bientôt, a décidé de construire massivement des cycles combinés à gaz. Et c'est comme ça que ça va se terminer. La seule différence, c'est que les Australiens ont beaucoup de gaz, donc ils vont en vendre moins et en consommer plus. Nous, on n'en a pas. En tout cas, si on en a, on ne le sait pas. Et donc, comme c'est la façon la plus rapide d'avoir des moyens de production d'électricité, je pense que c'est ça qu'on fera. Et dans ces cas-là, eh bien, on achètera du gaz russe et algérien. Et donc, d'une certaine manière, c'est une régression dans le domaine de l'indépendance nationale. Et en tout cas, ça ne va pas améliorer la balance commerciale de la France. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut s'attendre, alors qu'on est habitué, mais je dirais presque on est comme des consommateurs toxicomanes, presque, à une électricité qui est pas chère. Et de fait, il va falloir, on risque fort dans les années à venir de déchanter, quoi, pour le consommateur qui est en bout de chaîne. Si vous voulez, aujourd'hui, le moyen de production, pratiquement, enfin, je ne parle pas de l'hydraulique amortie en Norvège, mais le moyen de production le plus économique d'Europe et d'une grande partie du monde, c'est le nucléaire existant français. Ouais, vous citez, je crois, les coûts de production. 2,5 centimes d'euros le kilowattheure, qui coûte 5 centimes s'il est produit par le nucléaire français. Alors 2,5, c'est ce qu'on demande aux consommateurs. Et donc 5 centimes pour le nucléaire français, 7 pour le gaz ou le charbon, entre 8 et 20 pour l'éolien, suivant qu'il est terrestre ou maritime, et entre 20 et 25 centimes d'euros pour le photovoltaïque. C'est effectivement ce que ça coûte. Mais alors, on me dira, oui, mais il y a eu un appel d'offres récemment où le photovoltaïque est tombé à 32 centimes. La seule chose, c'est que c'était à Abu Dhabi et que les conditions d'ensoleillement d'Abu Dhabi, c'est pas exactement celles de la plaine de la Beauce, et que en France, c'est ça les prix. En tout cas, donc au fond, la question. Excusez-moi là. Sur les prix qui risquent d'augmenter pour les factures donc, que les consommateurs reçoivent. C'est ça. Donc aujourd'hui, le moyen de production qui a le coût le plus faible, le coût de production le plus faible, c'est le nucléaire existant français. Le coût économique, donc avec renouvellement, amortissement, c'est à peu près 50-55 euros le mégawattheure. Le coût comptable, les dépenses, c'est 32 euros le mégawattheure. Il n'a pratiquement pas augmenté d'ailleurs depuis l'origine. Eh bien,
quand on aura réduit le nucléaire, et quand on va se trouver dans le noir et qu'on va construire massivement du gaz, le prix de l'électricité va augmenter dans une proportion qui peut être de 2, 3 ou 4. Et l'exemple de l'Allemagne est quand même intéressant parce que eux, ils avaient un peu plus de 20 gigawatts de nucléaire. Ils en ont fermé 10. Ils ont construit 50 gigawatts d'éolien, 50 gigawatts de solaire, et ils continuent. Ça fait 100 gigawatts, c'est-à-dire plus que la capacité totale de la France, la capacité installée totale de la France. Et leur électricité est 2 fois plus chère que l'électricité française. Et ils produisent par kilowatt-heure produit 10 fois plus de CO2 que la France. Pourquoi ? Parce que leur renouvelable ne leur sert quand même essentiellement que quand ils n'en ont pas besoin. À ce moment-là, ils se déversent sur la France. Mais la vraie électricité allemande, elle est produite par du charbon, de la lignite et du gaz. Et quand ils ont arrêté 10 gigawatts de nucléaire, ils les ont remplacés par 19 gigawatts de charbon et de gaz. Et donc, si vous voyez la courbe, elle est dans le livre, la courbe des capacités de production de l'Allemagne, ben, en gros, la partie de capacité de production pilotable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on l'a quand on en a besoin, est à peu près stable, et la partie non pilotable augmente d'une façon pratiquement à doubler la capacité allemande pour une consommation qui est à peu près équivalente. Oui, alors, bon, je crois que vous avez à peu près expliqué à la fois que la dérégulation conduit à un marché de l'électricité qui ne fonctionne pas, que les producteurs sont obligés de vendre à perte, sinon ils ne vendent plus, que les fournisseurs alternatifs, eux, n'ont pas la question de la production. Donc, finalement, quelque part, ils ont intérêt à faire fortune rapidement parce que, comme ils vont tuer les producteurs, ça va, effectivement, de toute façon, ils ne pourront plus à un moment trouver de fournisseurs eux-mêmes, quoi. Alors, c'est vrai que ça paraît un tableau quand même assez inquiétant. Est-ce que, dans votre livre, est-ce que vous proposez des solutions pour sortir de ce dispositif qui paraît effectivement très inquiétant? Oui, avant de répondre à la question, je veux dire, pour faire bonne mesure et pour être sûr que les fournisseurs alternatifs puissent quand même se fournir, la loi française est allée très loin, sous la pression bruxelloise, en créant ce qu'on appelait l'AREN, c'est-à-dire l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Ça veut dire que le prix a été fixé à 42 €. C'est-à-dire si par hasard le prix de marché remontait au-dessus, et ça arrive d'ailleurs de temps en temps, parce que de temps en temps il y a une crise, il y a des centrales en panne, machin, etc., le prix remonte. Ah, mais dans ces cas-là, les fournisseurs alternatifs ont le droit d'acheter 1/5 de la production d'EDF à 42 € le mégawattheure. Donc de toute façon, ils ont un plafond garanti. Donc en dessous, ils sont sur le marché. Au-dessus, il n'y a pas de au-dessus, donc ils sont garantis. Donc il y a vraiment tout pour que les fournisseurs alternatifs vivent bien. Qu'est-ce que je propose ? Je veux dire, moi je fais un constat, c'est que personne n'a vraiment conscience de ce problème de la capacité par rapport, enfin donc de la puissance par rapport à l'énergie. Le modèle initial qui a été construit, c'est un modèle dans lequel chacun achète son énergie. Vous consommez tant de kilowattheures, vous payez tant de kilowattheures. Dedans, il y a tout. C'est-à-dire, le kilowattheure, vous le payez le même prix le 15 août à midi et le 12 février à 19 h. Pourquoi ? Parce que comme il y a
un ensemble qui est assuré par un service public, eh bien, on fait une péréquation sur l'énergie consommée. Et on dit, ben voilà, grâce à ça, d'ailleurs, je signale en passant, jusqu'à la dérégulation, le prix a constamment baissé en France en francs constants, de façon très nette, et il a augmenté de 50% depuis le début de la dérégulation. En principe, ça devait avoir l'effet inverse, mais bon. Et donc, je perds mes idées. Oui. Donc, la question, c'est aujourd'hui, cette répartition, cette péréquation qui était possible dans un monopole de service public n'est plus possible. Et donc, ajouter au fait qu'on encourage l'énergie décentralisée, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant avoir votre propre production, soit éolienne, soit solaire. Et donc, pendant que vous produisez, vous ne payez pas, vous faites des économies sur l'énergie. Mais le problème, c'est que les producteurs et les transporteurs, les installations, il faut qu'elles existent toute l'année. Et donc, ceux qui bénéficient de production indépendante, etc., ils ne payent pas une partie de ces installations nécessaires. Qui les paye ? Ceux qui ne peuvent pas se payer de panneaux solaires. Et donc, il y a un transfert, là aussi, de richesse des pauvres vers les riches. Alors, qu'est-ce que je préconise ? Eh bien, que l'on prenne en compte cette situation, et qu'après tout, s'il y a des gens qui veulent produire leur propre électricité, c'est très bien, mais à condition qu'ils ne fassent pas appel le soir de février au système, parce que sinon c'est les autres qui payent pour eux. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on organise un service public de la capacité. C'est-à-dire tous ceux qui veulent avoir accès à, je ne sais pas combien, 10 kilowatts ou 100 kilowatts ou 250 kilowatts le 12 février, eh bien, ils les payent toute l'année. Ils payent les 12 kilowatts de façon à ce que la capacité puisse être assurée toute l'année. Ça risque, et donc de redonner au fond, puisque c'est la capacité qui a un sens économique, de redonner à la capacité son sens économique. D'ailleurs, soit dit en passant, ça va décourager beaucoup d'investisseurs dans les panneaux solaires, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont payer 2 fois. Le mien n'a pas l'air de fonctionner, ou alors... Pour compléter ce que Hervé Macheneau vient de dire, pour bien faire la différence entre la capacité et l'énergie. Je vais prendre un exemple que j'ai pris régulièrement lorsque j'étais en activité. Vous avez une lampe de 100 watts chez vous, et vous l'allumez au 1er janvier et vous l'éteignez au 31 décembre. Elle appelle une puissance de 100 watts. Et elle consomme 876 kWh. Alors comment je calcule ça ? Il y a 8760 heures dans une année. Elle fait 100 watts, c'est-à-dire 0,1 kW. Donc vous multipliez 8760 heures par 0,1 kW et vous avez la consommation totale de l'année. Ça fait 876 kWh. Et elle appelle une puissance de 100 watts. Vous prenez d'un autre côté le cabinet de radiologie. Le cabinet de radiologie, c'est le médecin que vous allez voir qui va vous photographier l'intérieur pour vérifier si tout va bien et s'il n'y a pas de souci. Un cabinet de radiologie, un appareil de radiologie, c'est une puissance extrêmement forte. C'est plusieurs dizaines de kilowatts. Mettons 50 kilowatts. Sauf que ça marche 1/10 de seconde. Le temps qu'on fasse le cliché, qu'on appuie sur le bouton et qu'on fasse le cliché. Et donc, imaginez qu'il faut que le système soit capable d'envoyer 50 kilowatts pendant 1/10 de seconde pour permettre de faire le cliché. Mais ça ne fait aucune consommation derrière. Enfin,
très très peu. Imaginez que tous les cabinets de radiologie fassent en même temps un cliché, et ça doit arriver quand même fréquemment qu'il y en ait plusieurs qui fonctionnent en même temps. Ça peut nécessiter l'énergie, enfin la puissance totale d'une tranche nucléaire ou d'une tranche de corps de May. Et il faut que le système soit capable d'apporter ça. Donc ce que propose Hervé, si j'ai bien compris, mais tu pourras compléter, c'est qu'à la limite, au lieu de faire payer le kilowattheure, bon, encore qu'on peut faire les deux, mais au lieu de payer le kilowattheure, c'est la puissance qu'on est susceptible d'appeler qu'il faut faire payer. Parce que c'est cette puissance-là qui nécessite qu'on construise des tranches de production et qu'on construise des réseaux pour amener les 50 kilowatts que demande le radiologue quand il fait un cliché. Voilà. Et donc, si on prend le particulier qui se veut autonome en énergie, puisque vous entendez parler de ça, hein, on fait du logement à énergie positive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à énergie positive? Ça veut dire que ce logement produit plus d'électricité qu'il n'en consomme. Sauf que c'est fait avec des énergies renouvelables, intermittentes, comme on l'a dit. Et donc, à certains moments, effectivement, il produit plus d'électricité qu'il en consomme, et il injecte le surplus dans le réseau, qu'EDF est obligé de racheter, à des tarifs qui sont intéressants. Donc, à certains autres moments, le logement dit à énergie positive, il n'a plus d'électricité autoproduite, puisqu'il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? La solution, c'est je demande à ce qu'on me donne mes besoins, on satisfasse mes besoins en faisant appel au réseau. Donc, c'est cette question-là qui est posée. C'est-à-dire que si on veut satisfaire la demande de cette personne, il faut qu'il accepte de payer l'appel de puissance qu'il fait de temps en temps, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Est-ce que j'ai... Je crois que oui, celui-là marche aussi. C'est exactement ça. L'essentiel du solaire en France est produit au moment où on en a le moins besoin, c'est-à-dire au mois d'août à l'heure de midi. Et la consommation maximum, elle a lieu donc l'hiver, le soir. Et donc le problème, quand on sera prêt, peut-être un jour, à ne consommer que quand l'électricité est produite. Aujourd'hui, on a tendance à produire quand l'électricité est consommée. C'est fondamentalement le service public. Si on est prêt à ne consommer de l'électricité que quand elle est produite, pour l'éolien en Europe, c'est 30% du temps, et pour le solaire, 10%, eh bien, effectivement, on pourra changer de modèle. Mais pour le moment, ce n'est pas comme ça. Alors, ce que vous racontez dans votre livre, enfin, ce que vous précisez, c'est qu'on est de surcroît de plus en plus accro à l'électricité et que ça n'est pas prêt de finir, puisque, bon, en attendant une hypothétique voiture à hydrogène, les multiplications des voitures électriques, par exemple, qui demandent, lors de la recharge des batteries, un appel de puissance extrêmement fort. Alors, je suis incapable de dire si c'est comme le cabinet d'un radiologue ou pas, mais ça, je fais confiance aux ingénieurs. On peut faire sauter le réseau, quoi, ce que vous dites, quasiment. Le jour où une ville comme Nantes Métropole, je sais pas, un habitant sur deux a une voiture électrique, et le soir à 19h, on branche sa voiture pour recharger la batterie, on peut tout faire sauter. Non, mais les usages de l'électricité se développent tous les jours. Et imaginez-vous pendant 24 heures sans électricité. C'est-à-dire l'économie française s'arrête. En gros, on a évalué, je ne sais pas quel, a évalué une panne d'électricité de 12 heures à 10 milliards d'euros de pertes. En gros, l'économie est arrêtée. Alors le véhicule électrique, c'est encore un autre genre de truc, ça, parce que c'est très difficile de s'exprimer sur ces sujets, parce que suivant la façon dont on l'aborde, on va dire mais il est contre les véhicules électriques, il a 25 ans de retard. Bon. Sauf que la question du véhicule, enfin, on prend les choses qui sont des objets de recherche nécessaires parce que effectivement ça va dans un sens d'un progrès possible,
comme des acquis industriels. C'est ça le grand problème. On me dit toujours, ah mais oui, mais bientôt on saura stocker l'électricité. Oui, d'accord, bientôt. Mais en attendant, on ne sait pas. Et si ça dure encore 50 ans, vous voyez le désastre qu'on connaît en Allemagne. Et donc, les véhicules électriques. Il y a deux modèles pour les véhicules électriques. Il y a un modèle dans lequel, qui est le modèle actuel, dans lequel chacun a sa batterie dans sa voiture et la charge quand elle est déchargée. Bon. Le plus vraisemblable, c'est qu'ils vont charger quand ils rentrent chez eux le soir et quand ils partent et quand ils arrivent au bureau le matin. Au moment du pic, donc. Au moment du pic, dans les deux cas. Il y a une autre solution qui pourrait être un peu plus raisonnable, c'est qu'il y ait des stations-service de batterie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire le plein de pétrole, de gasoil ou d'essence, vous changez votre batterie. Mais pour ça, il faut que les batteries soient standardisées et que les voitures soient standardisées pour accueillir des batteries standardisées. Dans ce cas-là, l'avantage est énorme parce qu'on charge les batteries au moment du creux de consommation, à 2 heures du matin, et comme ça, tout le monde a sa batterie. Bon. Mais évidemment, ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui des fabricants de batteries et des fabricants de voitures qui veulent être les premiers. La deuxième chose, c'est que, et on revient à la notion de service public, c'est que qui peut se payer une borne pour brancher sa voiture quand il rentre le soir? Le gars qui a un pavillon à Versailles, pas celui qui habite au 7e étage à Sarcelles. Et donc, on est toujours dans la même... Comment voulez-vous aujourd'hui, personne n'a réfléchi au développement des véhicules électriques à une échelle vraiment industrielle. Par ailleurs, il y a une étude qui vient d'être faite. Vous savez que les batteries, c'est quand même pas des trucs très très propres. Il y a beaucoup de lithium dedans et bien d'autres choses. Et aujourd'hui, le recyclage des batteries, personne ne s'est pensé. On parle beaucoup des déchets nucléaires, mais pas du tout des déchets des panneaux solaires et des panneaux et des batteries. C'est une future filière à subventionner, peut-être. Ah oui, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle de la production de lithium dans le monde, si les voitures de l'année 2018, toutes celles qui vont être produites en 2018 étaient électriques, c'est 20 ans de la production mondiale de lithium qui serait consommée. Et si tout le parc était électrique, c'est 200 ans de la production de lithium qui serait consommée. Mais tout ça, personne, je veux dire, on part comme la fleur au fusil en disant, voilà, ce progrès technique, on va voir. Mais sauf que malheureusement, de temps en temps, on est ramené à quelques réalités. Alors, vous dites des choses et puis on va passer bientôt aux questions de la salle, mais vous dites au début du livre, il y a une phrase, alors j'imagine que vous parliez aux responsables comme vous nous racontiez là vos réflexions. Vous écrivez « Des mots ont guidé cette vie professionnelle », donc votre vie professionnelle avec 34 années à EDF, indépendance, projet, partenariat industriel, service du public. Ils m'ont conduit à prendre des positions que je n'ai jamais eues. Donc on imagine que vous parliez avec franchise, y compris dans le bureau du ministre. Et elles ont toujours été entendues, souvent écoutées, parfois au plus haut niveau, rarement suivies. Alors que se passe-t-il? Pourquoi vous qui étiez haut responsable d'EDF, qui étiez patron de la branche en Asie-Pacifique, pourquoi le dialogue ne se fait pas? Pourquoi les explications que vous donnez n'accrochent pas? Il y a plusieurs sujets. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai été conduit à avoir des positions qui ne m'ont pas valu que des amis. C'était en particulier dans le domaine du nucléaire, le conflit stratégique entre les modèles industriels préconisés par Areva et celui que je préconisais pour EDF. Et là aussi, j'ai été entendu, pas suivi, et finalement aujourd'hui... ce qu'il se passe. Ce qui se passe. Mais ça a quand même duré 30 ans. Hein. Pendant 30 ans, je dis on va dans le mur avec cette affaire parce que le modèle industriel, c'est pas le bon.
Bon, là, mais là, je ne sais pas, c'est pour des raisons politiques, c'est pour des raisons, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui concerne la transition énergétique, pour moi, enfin, je ne suis pas le seul, hein, mais l'analyse que je reprends, c'est que, et c'est c'est un professeur des universités qui s'appelle M. Onas, qui vient d'écrire un article dans Contrepoint sur ce sujet, qui dit, au fond, toutes les époques, toutes les sociétés ont besoin d'un idéal. Ça commence, enfin, il y a eu l'idéal religieux, pour ne pas dire la religion, qui a mené le monde pendant des années, en tout cas en Europe. Et puis il y a eu, d'une certaine manière, la religion scientiste, la science, le progrès. Et aujourd'hui, on est en panne de religion. La société est en panne de religion. Alors on en a trouvé une, c'est l'écologie. Et l'écologie, elle a toutes les caractéristiques de la religion. Elle a un côté messianique, on va sauver la planète. Elle a un côté culpabilisant, comme toutes les religions. On est coupable de l'état de la planète et on est coupable du futur. Et elle a un côté, comment dirais-je, grand-messe, la COP 21, 22, 23, machin, où on se raconte des histoires. Et au fond, on est dans une situation quasi religieuse. Et quand j'entends le ministre de l'Énergie dire « Moi, j'ai une foi absolue dans les renouvelables », je ne l'invente pas, il l'a dit, eh bien, on est dans le domaine du religieux. Et quand on est dans le domaine du religieux, vous pouvez toujours raconter tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Après, c'est guerre de religion, c'est l'Inquisition. Bon. Donc aujourd'hui, on brûle un peu moins, heureusement pour moi, mais c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, il y a ce qui est l'ère du temps dans ce domaine de l'écologie. Je raconte souvent cette histoire parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur ce livre, je parlais de ça chez moi. Et un jour, à un dîner, j'avais des frères et sœurs et une nièce de 16 ans qui me dit « Hervé, c'est scandaleux, tu n'as pas le droit de dire ça. » Je dis « Pardon ?» Ce que vous venez de nous dire, là. Oui, j'ai pas le droit. C'est scandaleux, tu n'as pas le droit de dire ça. Voilà, ben c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, je peux vous dire, ce que je dis là, je l'ai dit au COMEX d'EDF, mais je comprends très bien que c'est pas aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, c'est pas une position qu'on peut facilement défendre. Alors, on va prendre des questions. Il y en a, j'imagine, j'espère. Voilà, je vois des doigts qui se lèvent. Bonsoir, Richard Martichen, ancien d'EDF. Je ne suis pas contre le nucléaire du tout, pour être clair, mais je rencontre souvent des détracteurs qui parlent du coût du démantèlement et qui parlent du coût et conditions du traitement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Du traitement des déchets ? Oui. D'abord, moi je suis relativement partisan du nucléaire par sans doute conditionnement professionnel, mais vous verrez dans mon livre, à nulle part je dis qu'il faut faire du nucléaire. Je dis simplement que aujourd'hui, des moyens de production pilotables, il y en a 4. L'hydraulique, elle est limitée géographiquement, mais il faut en tirer le maximum. Bon. Encore que l'écologie ne soit pas spécialement favorable à l'hydraulique, mais bon. L'hydraulique, le nucléaire, le charbon et le gaz. Il n'y en a aujourd'hui pas d'autres. Donc vous choisissez. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, si vous me demandez un conseil, je vous dirais hydraulique et nucléaire, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace, de plus propre, de moins consommateur, de tout. Bon. Alors maintenant, le coût du nucléaire. Aujourd'hui, la déconstruction, le decommissioning, la déconstruction, elle est entièrement provisionnée. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les industries du monde, mais en tout cas pour ce qui est du nucléaire. Et quand je parle de coûts économiques et de coûts complets, ça inclut la déconstruction des centrales nucléaires.
Et donc aujourd'hui, même en incluant la déconstruction, le coût de production du nucléaire existant est de très loin le moins cher d'Europe. Alors c'est vrai que le coût du nucléaire neuf avec l'EPR, mais ça c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. L'EPR, c'est une sorte de monstre franco-allemand qui a été... c'est un réacteur politique, c'est pas un réacteur industriel. Un réacteur industriel, c'est un réacteur qui évolue en fonction des améliorations que l'expérience montre dont l'expérience montre qu'elles sont nécessaires. C'est ce qu'on fait dans toutes les industries du monde. Là, on s'est arrêté sur image alors qu'on étudiait un réacteur industriel et on a reçu instruction de réaliser la conception d'un réacteur franco-allemand pour des raisons politiques, avec une Allemagne dont les autorités donc il fallait que les autorités de sûreté se mettent d'accord, et le directeur, le responsable, le référent des autorités de sûreté allemandes, c'était un ministre vert, le docteur Fischer, qui avait affiché très clairement qu'il tuerait le nucléaire par l'économie. Bon. Mais de toute façon, les solutions qui ont été choisies, enfin bon, je passe. Donc l'EPR est cher. Ça ne veut pas dire que le nucléaire neuf doit être cher. Pourquoi est-ce que le nôtre n'a pas été cher? Parce que le modèle industriel, et c'était précisément le conflit pour moi avec l'époque Framatome puis Areva, c'est que quand l'exploitant tire de son retour d'expérience les améliorations pour son réacteur et construit en série d'une façon standardisée des réacteurs, les coûts tombent d'une façon drastique. Et la France a construit le meilleur parc nucléaire du monde, je le dis sans aucune hésitation, à un coût qui est entre 2 et 3 fois moins élevé que tout le reste du monde, à cause de son organisation industrielle. Et donc, il suffit de se remettre dans une situation d'organisation industrielle convenable pour avoir un nucléaire pas cher. C'est ce que font les Russes et les Chinois, je sois dit en passant. Et ils sont d'ailleurs les seuls aujourd'hui. En ce qui concerne le traitement des déchets, écoutez, moi, je sais qu'effectivement, il y a quelques déchets, aujourd'hui, je ne sais pas les quantités, mais de déchets de très haute activité à vie très longue, que l'on vitrifie, qu'on va descendre dans des... Ce qui représente à peu près moins de 1% des combustibles usés. Hein. Combustibles usés, on retraite 90%. Il y a 10% qui sont des déchets à vie moyenne, etc. Et puis il y en a à peu près 1%, enfin bon, l'ordre de grandeur, c'est très faible, qu'on va vitrifier et descendre. La seule industrie au monde qui a un traitement complet, total de ces déchets, c'est le nucléaire. Il n'y a pas 1 milligramme de déchets nucléaires qui ne soit pas répertorié, dont on ne sache pas où il est. Alors, vous me direz comment on va faire avec le lithium, le césium, le machin qu'il y a dans les panneaux solaires dont on est en train de recouvrir le monde. Sans parler des pales qui sont dans je ne sais pas quel produit, des éoliennes. Et donc, le jour où les producteurs d'électricité intermittents feront des provisions pour recycler on en reparlera. On reparlera des déchets nucléaires. Alors, une autre question. Oui. Donc, Bernard Lefebvre, conseil de développement, ancien d'EDF également, et puis d'Engie après. D'abord, pour le programme nucléaire français conçu dans les années 70, sous l'ère de Giscard d'Estaing, avec, je lance une petite pique là, avec le corps des mines, enfin X-mine plutôt, c'est pas X-Pont, mais c'est X-mine, qui a été un bon succès, mais qui n'a pas vu la mise en concurrence progressive des marchés en Europe. Je regretterais que, justement, par rapport à ces énergies renouvelables, qui pour l'instant sont intermittentes, rien n'était prévu du côté de la mesure en fait, de la consommation d'énergie. Je reviens une seconde sur ce qu'a dit notre président tout à l'heure sur la puissance, comment dire, on ne facturait pas la puissance, mais plutôt l'énergie, donc c'est en effet une erreur.
quoique la puissance souscrite est quand même facturée aux gens, qu'on fasse du 3, 6, 12 et 18 et 36 kWh, 36 kVA, c'est quand même facturé, mais on n'a pas anticipé le fait que l'énergie électrique était beaucoup plus importante maintenant qu'il y avait 25 ans. Donc en fait, jusqu'à ce que Linky apparaisse, rien n'a été fait pour facturer autre chose que de l'énergie. Avec Linky, on pourra peut-être dans les années à venir facturer de l'énergie consommée à une puissance, comment dirais-je, la puissance va plus intervenir qu'auparavant. Donc voilà, c'était un petit peu par rapport au corps donc, glorieux des X-mines, qui, je ne vois rien du tout qui a été anticipé par rapport à, à la transition écologique. Et dire, là j'entends à l'instant que dire que l'énergie renouvelable c'est une religion, j'en tombe sur ma chaise. Mais bon, venant d'un X-Mine, un X-Pont, pardon, je ne suis guère surpris. Alors c'est un commentaire ou il faut... Le commentaire, c'est dire que on est resté figé en France sur un modèle centralisateur de puissance nucléaire importante. Je sais que du côté d'Engie, à un moment, on avait réfléchi à des petites puissances nucléaires, mais bon, EDF ne voulait pas entendre parler autre chose que de 1300 MW. Et là, on se retrouve avec des modèles encore très centralisés qui ne correspondent pas du tout aux besoins actuels. Enfin, là, on rentre dans le domaine des opinions. C'est la vôtre, c'est pas la mienne. Le problème de l'électricité, c'est que précisément, quand c'est pas centralisé, c'est décentralisé. Mais dans ces cas-là, il faut que tout le monde se débrouille et n'appelle pas le réseau le jour où ils en ont besoin. Et s'ils appellent le réseau le jour où ils en ont besoin, ils appellent un réseau centralisé. Et donc, soit le réseau ne répond pas à la question, et dans ces cas-là, OK, vous serez dans le noir. Soit il répond à la question, mais pour ça, il faut qu'il soit centralisé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas le fait de ne pas avoir... Vous dites... Les énergies qui sont pour le moment intermittentes. Mais quand est-ce que l'éolien ne sera plus intermittent? Vous avez une idée? Moi, aucune. Et en tout cas, pour le solaire, c'est sûr qu'elle sera toujours intermittente et qu'on sait exactement à quel moment elle est intermittente ou pas. Écoutez, je veux dire... mais enfin, le solaire, qui n'est pas photovoltaïque, aujourd'hui, j'en connais pas. Ben oui, mais on fait chauffer de l'eau quand il y a du soleil. Ah ben oui, mais non. Alors, mais regardez, mais tout ça, bien entendu, tout ça existe, tout ça a été dit, redit, mais regardez. Non, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, regardez, cette énergie-là est intermittente. Quand vous avez chauffé de l'eau, l'eau est chaude et c'est une façon de stocker de l'énergie intermittente. C'est pas une façon de rendre l'intermittence non intermittente. Mais, pardon. Bon, écoutez, la question du solaire, si vous regardez les courbes, c'est dommage parce que je ne les avais pas au moment où j'ai écrit le bouquin, les courbes d'ensoleillement et de consommation d'électricité dans le PACA. La production de solaire dans le PACA, elle a une forme comme ça en cloche au mois d'août. Et la consommation est dans le même endroit, très plate, avec un creux au moment de la production. La production l'hiver, il y a une très légère bosse à midi, et la consommation dans le PACA, elle est comme ça. Donc même dans le PACA, vous ne pouvez même pas chauffer votre eau avec du solaire, sauf le 15 août, c'est sûr, mais en tout cas pas l'hiver. Et donc, tout est vrai. On peut... Je veux dire, il y a aujourd'hui des grandes théories sur l'hydrolien, machin, etc. Mais tant qu'on ne sait pas le faire, tant qu'on n'a pas montré qu'industriellement c'est possible, c'est des rêves. C'est des rêves. Or, aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen de stocker... alors, il y a les steppes, mais les steppes, voilà, c'est limité par la géographie. Justement, enfin, je voulais te poser la question, mais où en sont les recherches sur le stockage de l'électricité? Est-ce qu'il y a des portes entrouvertes? Est-ce qu'il y a des... Il y a des piles, il y a des batteries. Mais aujourd'hui, la batterie de la Tesla... Qui fait 500 kilos, j'ai vu ça. Qui pèse 500 kilos, bon, j'ai plus en tête exactement les puissances, mais stocker... Bon, alors j'ai un exemple très précis en tête, parce que c'est celui d'un champ de batterie qu'on a construit, EDF,
en Angleterre pour assurer l'inertie des éoliennes. Parce que j'ajoute juste un détail important, c'est que les éoliennes, contrairement aux machines tournantes des grosses centrales centralisées, les grosses machines ont une inertie considérable, ce qui permet justement, quand le TGV démarre, de baisser un peu la fréquence, mais ça n'arrête pas le système. L'éolien, quand le vent s'arrête, il s'arrête net. Et donc, il faut trouver des moyens pour apporter de l'inertie au système, d'où des batteries. Donc, on a construit en Angleterre un énorme champ de batteries pour aller avec les éoliennes, qui ne sont pas d'ailleurs dans le prix des éoliennes, et qui ont une puissance de 20 mégawatts. 20 mégawatts. On ne parle pas de gigawatts. Hein. Le coût de l'électricité produite par ces batteries est de 3 500 € le kilowattheure. 3 500 € le kilowattheure. Il est à 25 € sur le marché. Et donc, là, on parle de 20 mégawatts pour des raisons purement techniques. Mais comment pouvez-vous imaginer une seconde de stocker aujourd'hui 1 gigawatt? Mais je ne parle pas de 100. Et un épisode de froid sur l'Europe, ça peut durer 8 ou 15 jours. Et donc 100 gigawatts pendant 15 jours, je veux dire, aujourd'hui, c'est totalement impensable. Alors, encore une fois, mon propos n'est pas de dire on n'y arrivera jamais. Mon propos est de dire, tant qu'on ne sait pas que c'est possible, il ne faut pas se faire croire que ça existe déjà. Et donc, si au lieu de construire des éoliennes en se disant un jour on saura le stocker, effectivement on mettait le quart ou le centième de l'argent pour chercher des moyens de stockage, la R&D de stockage, avant de construire les éoliennes, on gagnerait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je raconte toujours, quand je suis arrivé à EDF dans les années 80, on m'annonçait que la fusion thermonucléaire, c'était pour dans 10 ans. Maintenant, c'est peut-être pour dans 100 ans, si jamais on y arrive. Après, 10 ans après, c'était les piles à combustion qui allaient révolutionner l'énergie du monde. Aujourd'hui, on en parle à peine, parce qu'on ne sait pas si on y arrivera un jour, et en tout cas, la production d'hydrogène est à un coût de toute façon tellement prohibitif aujourd'hui qu'on ne sait pas si on va trouver une solution. Après, ça a été la capture et séquestration du gaz carbonique. En 2008, tout le monde ne parlait que de ça. En 2010, tout le monde ne parlait que de ça. En 2020, ça allait révolutionner le monde. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ou on en parle pour peut-être en 2040, etc. Donc tant que les choses n'ont pas de réalité industrielle, on ne peut pas faire comme si elles existent. Et en l'occurrence, le stockage d'électricité, on ne peut pas faire comme s'il existe. Les ingénieurs des mines, ils ont beau être ingénieurs des mines, aujourd'hui ils ont mis en place, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a heureusement pas que des ingénieurs des mines dans le système, mais quand on voit un centre de dispatching, mais il y a un génie humain là-dedans, parce que pour arriver à mettre à chaque instant l'adéquation parfaite de la consommation avec la production, il faut quand même que les gens se soient posés la question. Alors, une autre question. Oui. Monique Boutran, je ne suis pas du tout d'EDF, donc je ne suis pas du tout experte. Très bien. Ma première question, c'était celle que vous venez de poser, en fait, hein, puisque on a compris qu'il y avait deux problèmes, la question de l'intermittence. Donc, en face, quid du stockage? Bon, je ne vais pas le reposer, puisque j'entends ce que vous dites, même si je me dis quand même qu'en termes de recherche, j'ai l'impression que, même si on ne sait pas si c'est pour demain ou pas, mais qu'on avance quand même. Donc, alors, ma deuxième question, elle est sur l'autre problème qui est le pic de consommation. Donc, du coup, quelque part, alors il y a la consommation des industriels, mais aussi la consommation du public. Et ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut agir? Et alors, c'est certes pas simple, hein, mais je pense qu'il y a des politiques publiques et de l'information et de l'incitation qui peuvent quand même faire bouger les choses. Et je pense, à titre d'exemple, mais alors je ne suis pas experte, peut-être je me trompe, hein, mais ce qui s'est passé au Japon avec Fukushima, où d'un seul coup,
accidentellement, il a fallu arrêter une production voilà, du jour au lendemain. J'ai cru lire, à travers des articles, que du coup, par des incitations très fortes, on a fait baisser assez substantiellement la consommation à un moment donné. Donc ça veut dire que peut-être aussi cette question du pic, qui est fondamentale dans votre raisonnement, peut-être qu'on peut aussi agir sur cette question-là. Il y a aussi, alors en complément de la question de madame, il y a un mot, alors je ne sais pas si c'est cauterière sur jambe de bois ou pas, mais on parle d'effacement aussi, beaucoup. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que c'est quasi philosophique. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on utilise l'électricité? Parce qu'on en a besoin. On peut essayer de faire en sorte de n'en avoir plus besoin. C'est tout le système de pensée consiste à dire on va arrêter d'en avoir besoin. Bon, les effacements, Expliquez peut-être ce que c'est. L'effacement, c'est qu'on dit à des gens, quand on est dans une situation de risque, on dit à des entreprises vous allez couper et on va vous payer pour ça. Et elles reçoivent. Et elles reçoivent des millions. Hein. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Finalement que de... Alors, comment dire bien sûr, je veux dire, l'électricité, toute l'énergie d'ailleurs d'une manière générale, dans un monde qui commence à être vraiment... dont on sent les limites, il faut l'économiser. Mais, et bien entendu, essayer de l'utiliser de la façon la plus rationnelle possible. Effectivement, la pointe peut être réduite. D'ailleurs, elle a été réduite en Californie. On sait, oui, pourquoi pas. Mais le problème, de toute façon, c'est quand même très vraisemblable qu'on va utiliser plus d'électricité le soir, l'hiver, que l'été, que le 15 août à midi. Bon. Et donc, que ce soit 100 gigawatts ou 80 ou truc, de toute façon, il n'y aura pas ni de vent ni de soleil. Donc la question de l'énergie intermittente, elle n'est pas liée au fait que le pic soit plus ou moins haut. Elle est liée au fait que le pic n'a aucune chance d'être au moment où le vent a choisi de souffler et où le soleil a choisi de briller. C'est ça le problème. Et donc, une fois qu'on a dit ça, après qu'on essaye d'optimiser le parc en fonction pour essayer d'éviter, mais ça fait 20 ans qu'on essaye de limiter les tarifs bleus, comment ça s'appelait là, les jours de pointe, là, le JP, les machins comme ça. C'est un sujet, évidemment, c'est un sujet constant pour l'électricité d'essayer d'amortir la pointe, bien entendu. Mais ça, au fond, il n'y a pas de corrélation avec l'électricité intermittente, puisque de toute façon, elle n'y contribue pas, quelle que soit la pointe. Une autre question? Oui. Bonsoir, Manuel Dainas, Conseil de développement. Les opposants du nucléaire disent qu'on ne sait pas démanteler les centrales. Est-ce que vous pourriez nous dire où on en est du démantèlement des centrales de première génération, c'est-à-dire la filière graphite-gaz? Oui, on peut tout dire. Démanteler une centrale, ça consiste à enlever ce qu'il y a dedans et à la démolir. Celle de Chaux A est pratiquement démantelée aujourd'hui, celle de Crémalville aussi. Alors il reste le problème à Crémalville du sodium, dont il y a une discussion avec les autorités de sûreté, savoir comment on va le traiter. Celle de Brennilis, ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus compliqué que prévu. Cela dit, je veux dire, on saura la démanteler, il n'y a aucun doute. Le problème du démantèlement, c'est que plus on attend, plus c'est simple. Parce que par définition, la radioactivité baisse. Et donc, ce n'est pas l'intérêt, en gros, c'est l'intérêt de personne économiquement de démanteler trop vite. Donc, on prend son temps. Et comme en plus les premiers modèles sont des modèles non standardisés, donc, dans lesquels il y avait des tas de produits, etc., qu'on n'a pas vraiment, comment dirais-je, dont on n'a pas vraiment étudié le démantèlement dès l'origine, c'est compliqué. Mais les 58 tranches du palier PWR, on saura les démanteler, il n'y a aucun problème. Vous savez, une fois qu'on a enlevé combustible,
D'abord, il n'y a plus... Donc le combustible, c'est une chose à part, ça ne fait pas partie du démantèlement. Une fois qu'on a enlevé le combustible, eh bien, il reste des éléments qui sont contaminés, la cuve, les GV, les tuyauteries du circuit primaire, un certain nombre de pompes. Mais enfin bon, d'abord, on sait décontaminer, on sait faire fondre, on sait, et puis il n'y a plus de source de radioactivité. Et donc, je veux dire, plus on attend, plus c'est facile à faire. Et après, c'est du béton à casser. Moi, quand je vois l'EPR, où il y a 4 fois plus de ferraille et 4 fois plus de béton que dans les tranches précédentes, je me dis, c'est pas la partie radioactive qui va être difficile à démanteler, hein. C'est le béton. Mais on saura. Oui, bonjour. Donc, je vais déjà me présenter puisque j'ai contribué au développement des énergies renouvelables. Il y a un point d'accord complet avec vous. Je dirais qu'on est dans une situation de contre-réforme, c'est-à-dire la façon dont vous présentez. Donc il y a un côté un peu religion, puisque vous envoyez un peu une doxa religieuse du côté des écologistes, si j'ai bien compris, mais la façon dont vous avez présenté bien des choses font qu'on est un peu dans cette contre-réforme dont je n'arrive pas à comprendre franchement l'objectif dans la situation actuelle. Donc je ne vais pas faire un débat, mais je voudrais juste rappeler pour la salle, là, quand même, qu'il y a quand même 3 oublis. Le premier oubli, déjà la démonstration sur l'Australie. Que je sache, l'Australie ne s'est pas engagée à une production d'énergie renouvelable qui a justifié le blackout. Hein. Si j'ai bien compris, c'est un déséquilibre, surtout sur la région de Melbourne, qui a occasionné ça. Puisque je suis quand même l'actualité un peu sur ces questions-là. Deuxième point, que quand même, le problème quand même de l'EDF, puisque j'y ai participé dès les années 80, enfin bien avant, mais professionnellement dès 96, c'est que quand même l'EDF, d'abord, par rapport au système centralisé, a obtenu tout le circuit, la distribution communale et moyenne tension, alors que son cahier des charges devait permettre le retour, enfin l'aller-retour. Je ne vais pas rentrer dans un problème technique, mais l'EDF, à un moment donné, a obtenu des avantages dans la programmation des énergies renouvelables assez importantes, comme le fait qu'elle a demandé d'être le seul opérateur à racheter toute la production. Donc c'est elle qui a installé quand même ce circuit de distribution. Donc je vais vous donner un exemple très précis. Comme j'ai développé je crois 12 parcs sur la Vendée et sur les Deux-Sèvres, on a eu à chaque fois le problème avec l'EDF de vérifier comment on pouvait redistribuer la production de certains parcs. Donc on a été obligé d'installer des parcs sur des lieux qui n'étaient pas forcément les plus pertinents pour faire un mix énergétique. Alors, la dernière question, quand même, là, c'est des questions que je voudrais, sincèrement, elles sont sincères, c'est pas pour entrer dans une polémique. Mais vous n'avez pas parlé une seule fois du problème des économies d'énergie dans le programme que vous souhaitez, même si vous n'êtes pas dans un essai pour le nucléaire. Si j'ai bien compris, pour vous, la seule solution, c'est quand même d'avoir une base de production, continuer la production, assurer, je dirais, un socle plus important, si j'ai bien compris, puisque vous réintroduisez la production nucléaire pour répondre aux pics de consommation, si j'ai bien compris, mais je veux bien croire que j'ai mal compris. Donc, là, dans ce cadre-là, vous n'abordez pas du tout le problème des économies d'énergie. Et je vais vous donner un exemple, puisque j'étais en Vendée. Encore en 2008, l'EDF permettait à des investisseurs d'habitation privée, enfin de résidence, à faire du chauffage électrique. Donc il y a quand même un problème où il n'y a pas eu l'introduction dans l'EDF de cette problématique des économies d'énergie à faire et comment elle investit son savoir-faire, sa capacité scientifique. L'autre demande que je... Oui, non mais... Je crois que je suis seul, je n'ai pas la prétention de parler au nom d'un peuple qui n'est pas là, mais
L'autre, c'est quand même, je ne comprends pas pourquoi l'EDF actuellement, par rapport à ce que vous dites, empêche l'installation d'énergie renouvelable à 100%, on copie un peu ce qui se passe en Écosse, sur Saint, sur Ouessant et sur les Antilles. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, puisque vous-même vous dites qu'il y a une taxe qui coûte aux consommateurs pour développer les énergies renouvelables. Je vous rappelle que dans cette taxe, il y a quand même la péréquation territoriale qui compte pour toutes les zones montagnardes, toutes les zones îles et toutes celles qui sont en périphérie de la chaîne de distribution de l'électricité. Merci. Alors, il y avait beaucoup de questions. Plusieurs questions. Alors, il y a un... Oui, non, mais il y a un point peut-être sur lequel il serait intéressant de revenir, c'est effectivement le fait que, alors c'est qu'on soit le pays le plus équipé en chauffage électrique, grosso modo, en Europe. Mais, les économies d'énergie, c'est l'ADN d'EDF. Ça fait 30 ans que j'entends parler de ça. EDF a comme objectif, et c'est en ça que c'était un service public, quand je regarde aujourd'hui les fournisseurs alternatifs, ce n'est pas eux qui prônent et qui poussent aux économies d'énergie. Le seul vrai acteur des économies d'énergie, à ma connaissance, c'est EDF. Donc, moi, je suis évidemment, je l'ai dit dès le début, on est dans une période où l'énergie est quelque chose de rare et qui doit être bon marché. Et donc, c'est un peu le paradoxe de l'électricité, c'est qu'il faut que ce soit rare et bon marché, et il faut le ressentir comme quelque chose de rare et bon marché. En ce qui concerne le chauffage électrique, je veux dire, aujourd'hui, on se chauffe donc le chauffage, il est soit électrique, soit à gaz, soit au fioul. Et donc, du point de vue de l'environnement, quand l'électricité est produite sans production de CO2, le meilleur chauffage électrique, le meilleur chauffage individuel, c'est le chauffage électrique. Le chauffage au fioul et le chauffage à gaz produisent, le chauffage à gaz un peu moins, le chauffage au fioul produit du CO2 et des... Excusez-moi, c'est ça. Prenons le cas de l'habitation. Il y a l'isolement de l'habitation et oui. Le chauffage à l'eau chaude. On va... L'EDF intervient avec sa puissance financière pour dire à des promoteurs ne faites pas ça, ne faites pas ce système-là, je vous offre autre chose. Donc du coup, et ça, je peux vous emmener le conseil de développement, visiter certains lotissements à Maché, pas loin. Donc du coup, on se retrouve sans habitations qui ont été conçues en 2008, avec une isolation thermique, et sans possibilité d'ailleurs d'avoir un système chauffage, soit par le chauffage solaire, ou voire par un complément avec le bois. Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux vous dire. Là où je vous dis qu'à un moment donné, votre rôle dans l'aménagement du territoire, à mon avis, vous n'avez pas joué ce jeu-là, puisque déjà, vous faites des contre-propositions où, en effet, un promoteur est fortement alléché. Franchement, le chauffage, l'idée de se chauffer avec du chauffage solaire, je veux dire, vous n'avez qu'à regarder les publicités de Tesla. Leurs batteries, et ça ne marche que l'été, en gros, elles peuvent charger la batterie pendant toute la journée. Et à 7 heures du soir, elle a disponible 6,3 kWh qu'elle peut débiter sous 3 kW. Donc vous allez être chauffé pendant 2 heures avec le soleil. Mais ce n'est pas grave, dit Tesla, vous pouvez toujours vous brancher sur le réseau. Et donc, on revenait ramener au problème précédent. L'idée en France de chauffer, même au PACA, à part l'été, mais c'est moins utile, avec du chauffage solaire, est tout simplement un rêve. Alors, vous dites aussi que pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à la Martinique, à La Réunion, mais parce qu'à La Réunion et à la Martinique, ils ont aussi besoin d'électricité quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Oui, Gérard Pironneau, simple consommateur d'électricité. Une remarque et une question. Une remarque, les fournisseurs alternatifs, en fait, leur publicité, c'est plutôt d'offrir de l'électricité verte. Et puis, on ne voit pas trop d'autres informations sur l'origine de l'électricité. Mais personne n'est attaqué pour publicité mensongère et pour la vérité des choses. Ça m'a toujours étonné. La question, c'est, il faudrait peut-être vivre effectivement un blackout un jour,
ne serait-ce que pour que certains politiques commencent à comprendre ce que ça peut faire. Alors je suis sûr qu'ils ne comprendront pas et puis qu'ils chercheront des boucs émissaires. Est-ce qu'on peut imaginer, si ça arrivait, comment la puissance politique pourrait réagir intelligemment? D'abord, sur l'électricité verte, c'est la plus grande escroquerie du siècle, mais tout le monde s'y met, même EDF. EDF a des offres aujourd'hui d'électricité verte. On vous promet même, je crois, enfin on est régulièrement démarché, l'électricité verte et locale. Mais tout ça, c'est un jeu, c'est encore une fois, on joue sur la confusion entre énergie et puissance. Parce qu'effectivement, vous consommez moins que ce qu'EDF produit avec ses éoliennes et ses panneaux solaires, donc je peux dire que l'électricité que vous consommez, elle vient de l'énergie. Bon. Mais c'est quand les électrons qui arrivent chez vous, personne ne sait d'où ils viennent, évidemment. Ils viennent peut-être d'Allemagne et ils ont été faits avec de la lignite. Bon. Donc ça, c'est maintenant, moi, je pense que s'il y a un blackout, ce sera comme en Australie. On va construire à toute vitesse des cycles combinés à gaz. Et puis, parce que c'est la seule solution de répondre dans l'urgence à des problèmes de production. Et donc, on va se retrouver avec de l'électricité qui coûtera 3 ou 4 fois plus cher et avec une balance commerciale qui aura augmenté dont le déficit aura augmenté. Je ne vois pas d'autre solution. Entre-temps, on aura expliqué que c'est parce que, contrairement aux prévisions qu'on a faites, on n'a pas réduit d'ici 2050 de moitié la consommation d'électricité. Mais qui est-ce qui y croit vraiment sérieusement à ça? Personne. Et donc, il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'accord allemand, l'accord de gouvernement allemand récemment d'ailleurs. Aujourd'hui, le charbon, enfin, il faut aller en Allemagne aussi pour voir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi en France qui permet aux promoteurs d'éoliennes de passer outre aux contestations et aux mises en cause par la population. En Allemagne, c'est pour ouvrir des mines de lignite qu'il y a cette dérogation au droit privé. Une autre question? Oui, moi, j'ai pas une question. Jean-Louis Renaud, consommateur. J'ai pas une question, j'ai une invitation. On a la chance ici à Nantes d'avoir à la Chapelle-sur-Erdre un centre de distribution de RTE. Il est intéressant de faire une visite. Ils acceptent des visites, mais pas plus de 10 personnes, et en particulier le soir à l'heure de pointe. C'est intéressant de voir comment il fonctionne. C'est quelque chose que le Conseil de développement pourrait organiser. Une autre question, oui. Alors, 1974, c'est l'année de mon mariage. Alors ça n'intéresse personne. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Bref. C'était aussi l'élection de Valéry Giscard d'Estaing cette année-là. C'est la majorité, etc. Ça, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère, mais en même temps, c'est un peu le début du lancement du programme nucléaire. Et quelle était l'idée que j'avais comprise à l'époque? C'était de fournir à notre pays une indépendance énergétique face à la crise pétrolière. Alors, sur cette question d'indépendance, que pensez-vous de notre faible ou forte dépendance à l'uranium, notamment, si j'ai bien compris, dans les pays d'Afrique? Et malgré tout, ne pensez-vous pas que la filière nucléaire utilisant l'uranium à peu près 10% de son coût de revient est peut-être la meilleure solution pour assurer à ce pays l'indépendance énergétique? C'était effectivement, vous l'avez dit vous-même, c'était le principe même. Aujourd'hui, l'uranium naturel représente sur 20, moins de 5% du coût de production d'électricité. L'uranium, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi bas. Et au fond, faire des stocks d'uranium en France ne représenterait aucune difficulté. Il n'y a pas de tension sur le marché de l'uranium. Et donc, on disait, en 2008, il y a eu une très grande mode auquel un certain nombre de gens ont cru sur le thème la renaissance du nucléaire. Et donc, le prix de l'uranium s'est remis à remonter. Mais ça a fait long feu. Et puis, de toute façon,
il y a, malheureusement pas en France, mais dans tous les pays du monde, des réacteurs de recherche sur le réacteur à neutrons rapides qui permet de multiplier par 100 l'utilisation de l'uranium naturel. Et donc, la question du combustible dans le nucléaire est une question qui est, je dirais, totalement secondaire. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Oui, il y a deux questions. Et madame après. Jean-François Houzeau, Conseil de développement. Pourquoi est-ce que EDF n'est jamais parti sur le thorium ou sur les réacteurs à haute température? Parce que là, on peut faire de l'hydrogène à bas coût. Alors ça, c'est des questions techniques. C'est très technique. Les réacteurs à haute température, d'abord, EDF n'est pas un concepteur de réacteurs, c'est un constructeur de centrales nucléaires. Ah bah si, et donc on a choisi dans les années 70 de prendre le modèle à eau pressurisée et on s'y est tenu jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres, les Allemands en particulier, qui ont tout essayé, y compris la haute température, qu'ils ont abandonné. Je ne connais pas aujourd'hui de réacteurs à haute température qui soient autres que des réacteurs de recherche. On n'a pas réussi aujourd'hui à mettre au point d'une façon industrielle des réacteurs à très haute température. Quant au thorium, les tenants de cette technologie, ce sont les Indiens, puisqu'ils ont beaucoup de thorium et pas d'uranium. En l'occurrence, l'efficacité. Alors moi, je ne suis pas capable de rentrer sur le domaine technique, de savoir si on peut produire de l'hydrogène à partir du thorium, mais en tout cas, bon, je veux dire que ce serait un revirement technologique qu'il n'est pas du tout impossible de faire, mais il n'y a pas forcément plus de thorium dans le monde que d'uranium, et aujourd'hui, on fait avec l'uranium. Madame ? Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que vraiment, je trouve que votre discours est intéressant. Ça nous fait comprendre un certain nombre de choses. Moi, je ne connaissais absolument pas cette histoire, cette explication de la dérégulation. Je me dis d'une certaine façon qu'il n'y a pas de raison. L'électricité, elle vit les mêmes choses que notre monde vit actuellement, c'est-à-dire plus de la désindustrialisation de notre pays. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses maintenant dans notre pays qui ne sont plus fabriquées ici. Ça va de nos vêtements. Et donc finalement, ce que vous expliquez, c'est que même notre électricité, voilà, il y a quelque chose qui nous échappe une fois de plus. Alors je ne sais pas si c'est... Moi, je préfère voir les choses positives et je me dis qu'effectivement, peut-être qu'un jour, s'il y a aussi un blackout, ça peut peut-être aussi remuer un peu les consciences. Ce que je me disais aussi, c'est que par rapport aussi aux gens, quand on parle de désindustrialisation, ça veut dire aussi qu'il y a des métiers qui étaient des métiers de gens qui étaient au charbon pour fabriquer donc l'électricité, mais qui finalement ont une perte à la fois de reconnaissance de la valeur de leur propre travail pour d'autres valeurs, qui est cette valeur du prix du marché. Franchement, je trouve ça effrayant quand même. Bon, simplement, vous savez, quand on est soi-même un simple consommateur, quand bien même l'électricité, d'un seul coup, le prix monte, descend. Enfin, nous, chez nous, on ne va pas s'amuser à aller changer parce que ça nous amuse et parce que l'électricité est moins chère chez un tel. Voilà, enfin, de toute façon, nous, on n'y peut rien. Par contre, donc, c'est des traders, une fois de plus, qui jouent avec notre vie, notre monde. Bon, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et je pense finalement que c'est par des discours comme le vôtre qu'on pourrait aussi peut-être faire comprendre aussi aux gens combien l'énergie est précieuse et combien il faut y faire attention. Donc voilà, votre nièce, elle est une adolescente, ce qu'elle vous dit, c'est normal de cette façon-là, mais je pense au contraire continuer à le dire, et même pour des gens qui défendent les énergies renouvelables, moi j'en suis aussi, et je pense que quand vous expliquez, je le comprends bien aussi. Voilà, moi j'ai plus un espoir, parce que grâce à ce que vous dites, malgré tout, voilà, on aille dans un sens... Merci beaucoup, madame, mais moi aussi, si je n'avais pas d'espoir, je n'aurais pas écrit le livre. Parce que précisément, j'espère que,
encore une fois, je ne sais pas quel est l'avenir. Je ne dis pas quel est l'avenir. Ce que je sais, c'est que pour le construire, il faut partir sur des bases saines et lucides. Et donc, la situation aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est celle que j'essaye de décrire d'une façon aussi factuelle que possible. Et vous dites, c'est la désindustrialisation. C'est le drame de la France, la désindustrialisation, de mon point de vue. Il y avait en France des vraies industries. Elles ont été cassées, au fond, parce que le modèle ne plaît pas à l'Europe. C'est un modèle centralisé. Et donc, on a cassé l'industrie centralisée. Et donc, il n'y en a plus d'autres. Dans les autres pays, c'est de l'industrie décentralisée. Et elle existe toujours. Dans le bénéfice de qui, je ne sais pas. En tout cas, je ne prendrai pas parti. Mais malheureusement, l'électricité, elle ne sera pas produite ailleurs. C'est pas l'Allemagne avec c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre. Donc aujourd'hui, les éoliennes, elles sont fabriquées en Allemagne. Les machines-outils, les voitures sont fabriquées en Allemagne. Bon, mais l'électricité, elle ne sera pas fabriquée en Allemagne. Donc pour être optimiste, il faut aussi être lucide devant la situation, et la désindustrialisation et surtout la perte du sens du service public en France est quelque chose à laquelle il faut vraiment bien réfléchir parce que franchement, je ne sais pas où ça nous mène. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que les EMR pourraient être une piste où les EMR, les énergies marines renouvelables, les courants, C'est pareil, moi je ne suis pas spécialiste de tout. Ce que je sais, c'est que pendant 15 ans, on a essayé de développer à Bréa une hydrolienne, etc. Bon, finalement, ça n'a pas marché, et donc on l'a enlevée et elle ne marche pas. Ça fait 30 ans que j'entends parler de l'énergie des marées. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Peut-être un jour, encore une fois. La Rance. Il y a la Rance, oui. Il y a l'usine marémotrice. Oui, le barrage de la Rance. Non, mais je parle oui, des batteurs de houle et des trucs comme ça. Bon, la Rance, il y en a une, il y en a 2 ou 3 dans le monde. C'est pas non plus le succès du siècle. Hein. Elle permet de fournir la Rance. Ça permet de fournir 250 MW de puissance. Voilà, bon, et c'est pareil, la Rance, c'est aussi intermittent, puisque c'est la marée. Donc on peut être en pleine nuit à 2 h du matin avec 250 MW disponibles, mais personne de l'autre côté pour consommer. L'avantage, c'est pas pilotable, mais c'est prévisible. Alors que l'intermittent dont on parle est ni pilotable ni prévisible, sauf le soleil, éventuellement, s'il n'y a pas de nuages. Bon, mais l'énergie, encore une fois, tout ce qui est du domaine de la recherche, ne me faites pas dire que je suis pas favorable à cette recherche. Ce que je dis, c'est simplement qu'on ne peut pas faire semblant que les choses existent avant qu'elles existent. Aujourd'hui, dans le domaine des énergies de la houle, c'est ça que je voulais dire, des énergies de la houle, des énergies hydroliennes, des énergies des courants, etc., on ne sait pas faire de la production qui réponde d'une façon industrielle aux besoins d'électricité en France. Et dans le monde encore moins. Est-ce que vous avez, on va terminer avec cette question, parce que l'heure tourne, vous avez une longue expérience asiatique et en particulier chinoise, et est-ce qu'en matière de production d'électricité, il y aurait des leçons venues de Chine qui seraient applicables en France, ou que vous souhaiteriez en tout cas voir décliner en France? Alors je vais encore m'attirer les foudres. Les Chinois, ils ont énormément de charbon. Ouais. Quand je suis arrivé en Chine, ils avaient des petites centrales dont le rendement était de 28%. C'est-à-dire qu'ils consommaient presque 400 grammes de charbon par kilowattheure produit. En 15 ans, 20 ans, ils sont passés de 28% de rendement à plus de 45% de rendement. Les centrales à charbon chinoises sont les plus modernes du monde, les plus efficaces, et aujourd'hui, il y en a qui consomment moins de 250 grammes de charbon par kilowattheure produit par rapport à 400. Et donc, c'est des centrales dites ultra supercritiques, et ils sont en train de chercher aujourd'hui des cycles Brighton avec du gaz pour augmenter encore, puisque c'est directement lié à la température, pour augmenter encore le rendement. Avec un rendement, quand on arrive dans les 50-55%, c'est à peu près le niveau de pollution du gaz. Et donc, la Chine a, de ce point de vue-là, fait en matière de... Aujourd'hui,
aujourd'hui, le rendement moyen des centrales nucléaires, qui était encore une fois de 28 en 2000, il est supérieur à 40. Charbon, centrale à charbon. Ouais. La moyenne mondiale du rendement des centrales à charbon dans le monde est de 34%. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, j'ai vu dans une étude, si toutes les centrales du monde, toutes les centrales à charbon du monde faisaient ce saut-là, et donc étaient modernisées à ce niveau-là, on économiserait 3 milliards de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire 10% de la production de CO2 mondiale. 10%, rien qu'en faisant ça. Et donc, au lieu de mettre 55 milliards dans le développement, on pourrait faire des choses comme ça. Et donc, c'est 3 milliards de tonnes de CO2, 10%, ça doit être la production de l'Europe. Et donc, voilà des choses qu'on pourrait... Parce que penser qu'on va se passer... Enfin, je veux dire, quand je vois que dans un pays comme la France, on dit on va éliminer, on dit plus qu'on va éliminer le nucléaire, c'est pas faute d'avoir essayé, mais bon, mais qu'on va le réduire et qu'il n'est plus question de faire du fossile, je veux dire, mais on rêve totalement. Aujourd'hui, 80% de l'énergie qui est consommée dans le monde, 80% de l'énergie consommée dans le monde est de l'énergie fossile, et 40% de l'électricité produite dans le monde est produite à partir de charbon. Et ce n'est pas demain que ça va changer. Il y a une dernière question très courte, comme d'habitude. Non, mais très courte, je ne vais pas rester dans la géopolitique, mais vous n'avez pas parlé des États-Unis. Parce qu'on a bien compris que vous n'étiez pas vraiment fan de ce qui se passait en Europe sur le tout écolo, le tout marché. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en matière de politique énergétique? Alors, plus pragmatique que les Chinois, il y a les Américains. Ils font ce qui est le plus rentable, le plus efficace. Qu'est-ce qu'ils font? Leurs centrales nucléaires, au lieu de les arrêter, ils les prolongent alors qu'elles sont moins bonnes que les nôtres, notablement, et relativement moins bien exploitées. Ils les prolongent, ils les ont déjà prolongées à 60 ans et ils vont les prolonger à 80. Le processus est engagé. Bon. Donc nous, si on prolongeait nos centrales nucléaires, au lieu de les fermer, si on les prolongeait à 80 ans, je peux dire qu'on a une marge de manœuvre considérable. Et c'est parfaitement possible. Bon, après, ils utilisent le pétrole de Shell, de schiste et le gaz de schiste, et donc ils n'ont plus besoin de personne. Et donc, finalement, avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste, ils ont réduit leur consommation de charbon, ce qui fait qu'ils polluent moins qu'il y a 5 ans, du point de vue du climat. Mais de toute façon, le problème des Américains, c'est que vous n'allez pas leur expliquer que la théorie l'emporte sur la pratique. Ça, c'est pas possible. Et l'idéologie sur les faits. Dans ce sens-là, ils sont plus proches des Chinois que nous. Merci. Merci, oui. On va terminer simplement en rappelant que la dernière conséquence de cette politique, c'est la fermeture de Cordemais, en théorie, en 2022. Donc on peut peut-être étudier le charbon chinois. Puisque, oui, il y a eu des gros investissements de fait à Cordemais jusqu'à il y a 2 ans, tout ça, donc des centaines de millions d'euros pour moderniser justement les trans au charbon. Mais malgré tout, on a décidé qu'il n'y aurait plus de charbon après 2022. Charbon en France. Voilà. Et donc, ça fait partie des 55 gigawatts qui vont être fermés. Et c'est donc la raison pour laquelle, tôt ou tard, on n'aura pas suffisamment de moyens de production pour les besoins. On conclut. Merci. Merci de votre attention. Merci à Hervé Macheneau. Alors, vous avez son essai « La France dans le noir, les méfaits de l'idéologie en politique énergétique » chez Les Belles Lettres Manitoba, qui est disponible, qui est en vente. C'est, comme l'a dit la dame, je crois, qui est intervenue tout à l'heure, qu'on soit favorable ou pas aux énergies renouvelables, quoi que l'on pense du nucléaire, c'est intéressant à lire parce qu'effectivement, ça alimente la réflexion et le débat. Hein, le livre est en vente. Vous pouvez aussi trouver le nouveau et dernier numéro de Place Publique, le numéro 65, qui est consacré à l'histoire populaire, l'histoire du peuple. J'en profite pour dire qu'on a eu un petit souci de routeur et que les abonnés vont le recevoir sans tarder, mais il va finir par arriver.
Et puis, prochain rendez-vous de questions publiques dans 4 semaines, enfin le 19 février, on va parler justement de l'histoire populaire avec les 4 auteurs de l'histoire populaire de Nantes. Et c'est quasiment un privilège. Alors, je ne sais pas s'ils aimeraient qu'on parle de privilège d'ailleurs, mais les 4 auteurs seront là. Et le 19 mars, ça c'est un rendez-vous qui a été calé tout récemment. On s'inscrira dans l'événement des fameuses organisé par le CCO avec quasiment de la contre-programmation avec une féministe très particulière qui s'appelle Peggy Sastre et qui était parmi les 100 signataires de la Tribune du Monde sur la liberté d'importuner. Voilà pour nos prochains rendez-vous. Merci et puis merci encore à Hervé Macheneau. Merci, bonne soirée à vous.